Bonsoir Tom, Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. avec plaisir. On est là pour parler, du livre «Sur les traces des Willan», qui retrace l'histoire, l'écriture et un peu du parcours de l'auteur aussi, de Pierre Bottero. C'est un livre qui est publié chez Rajo, qui a été publié cette année, à l'occasion des 20 ans de la publication du premier tome. Hem, Toi tu es donc, auteur, éditeur, tu as fondé la maison d'édition, Maison de la littérature jeunesse avec ton frère? Alors, c'est 2 choses différentes, mais Pardon, si tu veux, oui, j'ai fondé une maison d'édition avec mon frère, en effet, qui s'appelle les Éditions du Grand Peut-être, quand on a publié pardon. notre premier livre, les En quête d'un grand peut-être. Et la Maison de la littérature jeunesse francophone, c'est un projet à part. Là, c'est l'idée de construire en France, au Mans, un lieu permanent dédié à la littérature jeunesse et ado, contemporaine francophone. Donc c'est un projet qui verra le jour, vers 2027 a priori, mais il a été annoncé. OK. Et tu es un très grand consommateur de littérature jeunesse, young adult? Voilà. Ouais, bah, moi depuis que j'ai l'âge de lire de la littérature jeunesse puis ado, donc avec mon frère Nathan, on est jumeaux et on a tous les 2 beaucoup, beaucoup, beaucoup lu de littérature ado quand on était ados. Et très vite on a eu, depuis qu'on est petit, on avait tous les 2 envie d'écrire, on s'est très vite ensuite intéressés au métier du livre et on a fondé un blog quand on avait tous les 2 13 ans, enfin chacun un blog littéraire, où on parlait de lecture. Et ces blogs ont continué, ils ont été développés et puis ça a vraiment participé à notre, on va dire, professionnalisation jusqu'au moment où, pour les 10 ans, on a décidé de faire un de marquer le coup, de se dire: «OK, qu'est-ce qu'on va faire pour les 10 ans?» Et on s'est dit: «On va faire le livre qu'on n'a jamais eu, en tant que lecteur, puis en tant qu'étudiant professionnel du livre sur la littérature ado». Donc qui était, celui que je montrais tout à l'heure, En quête d'un grand peut-être. Oui. On a décidé pour l'occasion de créer une maison d'édition pour le publier, avec, l'idée, si ça marchait, et donc ça a été le cas, de continuer le projet. Donc on a transformé ce projet en petit laboratoire de littérature ado. Derrière on a fait la carte des 100 incontournables, on a fait une exposition et là on travaille sur d'autres projets. Heu et voilà. Et donc c'est comme ça que tout ça est né. Et à côté, moi, je continue d'écrire. Donc à part le livre là dont on va parler, j'ai aussi publié un petit livre de poésie pour adultes, qui s'appelle «Et encore aucun moineau». Et là, je travaille sur un roman de littérature ado. Et à côté, bah, je continue à avoir un peu plein de casquettes différentes en édition ou en donc d'où ce projet aussi de maison de la littérature jeunesse francophone. On va dire que tout ce qui réunit mes projets, en tout cas en littérature jeunesse ado, c'est, une forme de défense aussi de cette littérature ado qui est trop souvent, méprisée, mal Mmh. regardée, méconnue. Bah, qui est souvent, de moins en moins, mais dont on se dit souvent c'est, réservé, aux adolescents, puisque c'est le public cible, initial et un adulte ne pourrait pas y trouver son compte en quelque sorte. Alors que, enfin les on le voit de plus en plus et il y a de plus en plus de romans, pour adolescents, qui sont, bien plus profonds qu'ils ne le laissent paraître. Oui, tout à fait. Alors après, moi, je définirais pas non plus, la le fait que la littérature ado, est, intéressante, profonde ou tous les qualificatifs qu'on pourrait lui donner, parce qu'elle va aussi être lue par les adultes. Puisque l'idée pour moi, c'est aussi de défendre une littérature ado qui est excellente, aussi du fait qu'elle est faite pour les ados. Et que ça veut pas dire qu'on peut pas avoir en effet un public secondaire, mais c'est pas ça qui va la définir comme excellente. Néanmoins, c'est vrai que, il y a aussi si la littérature ado est aussi lue par les adultes, je pense que c'est aussi parce que c'est un peu la nouvelle littérature populaire avec, peut-être ce qu'est littérature de l'imaginaire et cetera. Parce que c'est, dans ces univers-là qu'on va aller chercher des livres, des romans qui vont vraiment nous raconter des histoires, parce qu'en ça, la littérature ado est très forte. Là où la littérature générale va peut-être parfois être plus intellectuelle, parfois être peut-être plus
quelque chose d'autofictionnel, de sentimental. Donc je pense que la littérature ado, elle a de ça de force de raconter des histoires, que ce soit, du côté du réalisme ou du côté de l'imaginaire avec des auteurs comme Bottero ou plein Oui. j'ai vu que vous avez eu plein d'autres auteurs, sur votre chaîne qui sont super pour ça, quoi. Estelle Faye. Bah, justement, revenons sur, Pierre Bottero. Hem, Bah, toi, tu l'as rencontré. Ça fait Oui. quoi de rencontrer, Pierre Bottero, quand on est jeune, qu'on vient de lire et Willan? Ouais, bah, moi j'avais 11 ans, je venais de lire, bah, tout l'univers de Gwen Delavire puisque j'ai dû le lire à peu près au moment où est sorti le tome 3 de du Pacte des Marchombres. Donc il y avait, disons les 4 grandes trilogies qui étaient sorties et donc j'ai vraiment t j'ai on c'est mon papy qui m'a offert, pendant l'été le premier tome, puis on a dû revenir je pense tous les 2 jours pour qu'il m'achète un à un tous les livres jusqu'à, au tome 3 d'Elana que lui j'ai attendu. Pas très longtemps, contrairement aux aux fans les plus anciens. Juste après, en fait, j'ai été pour la première fois, en effet, au salon du livre jeunesse de Montreuil, qui est un salon très important dans ma vie pour plein de raisons, mais notamment pour celle-ci, puisque c'était donc en 2008, donc c'était, 1 an avant la mort de Pierre Bottero et j'ai pu le rencontrer. Bah, pour moi, c'était vraiment, bah, comme quand on a 11 ans et qu'on est fan d'un auteur, c'était vraiment un moment magique et puis, il avait ce truc dont on parle beaucoup dans le livre sur les traces des Williams. Il avait ce truc d'être tout de suite très proche de ses lecteurs. Donc moi, je lui avais écrit une lettre à laquelle il avait répondu et j'ai été le voir, il se souvenait très bien. Il m'a dit: «Ah oui, toi, t'étais avec le feu tu écrit avec un» j'avais écrit un feutre rose. Donc il me dit: «Ah oui, t'avais écrit avec le feutre rose». Enfin bref, je pense qu'il avait une mémoire assez dingue. Il se souvenait des gens et il donnait cette impression, c'est Eric Lum qui en parle aussi dans les traces des Williams, il donnait cette impression d'être tout de suite, important ou proche de lui ou et donc ça s'est ressenti. Moi, je l'ai vu qu'une fois pendant je sais pas combien de temps, peut-être 5 10 minutes et je m'en souviens encore, quoi. Et du coup, toi, tu attaqué, je sais pas si on peut parler de saga puisque du coup, enfin, ça c'est un point qui est abordé du coup dans la monographie, c'est qu'on parle pas tout à fait de série du coup, puisqu'on parle plutôt de cycle puisque tout se suit. Oui, Toi, tu avais attaqué du coup le cycle par, les mondes des Willan ou est-ce que tu es passé par je sais plus si c'est les mondes ou la quête en premier. la La quête. quête. La quête, ouais, c'est ça. Tu avais attaqué du coup par la quête ou est-ce que justement comme, Elana venait de sortir, tu as attaqué par la trilogie, dédiée, aux Marchands-Bras? Non, j'ai attaqué par la quête des Willan parce qu'en fait, c'est que c'était dans une maison de la presse et d'habitude, j'achetais toujours un magazine et là, j'ai été attiré, je sais pas pourquoi, par ces livres. Ah non, si, je sais très bien pourquoi, c'est une amie qui m'en avait parlé et donc j'ai commencé moi dans l'ordre un peu de parution, si ce n'est que l'autre Mmh. et Lana se paraissaient à peu près en même temps, mais j'ai fait dans cet ordre-là et j'étais assez content de l'avoir fait parce que enfin, a posteriori, sur le sur le moment, je m'en rendais pas compte. Mais je pense que Ewilan permet justement de bien entrer doucement dans l'univers jusqu'à un peu à l'apothéose qu'est le Pacte des Marchands, en tout cas pour moi et pour beaucoup de lecteurs. Donc ouais, non, j'ai fait l'ordre classique de parution. Et quand, tu l'as relu, tu as refait cet ordre-là ou est-ce que, tu as fait l'ordre enfin chronologique de l'histoire? Bah, je les ai pas tous relus tous en entier d'un seul coup, mais par contre les fois où je les ai lus, soit j'ai recommencé par Ewilan. Et puis après, parce que je suis passé à autre chose, j'ai pas continué jusqu'au bout. Soit parce que je voulais relire Elana, j'ai relu Elana, je voulais relire Les Âmes croisées, j'ai relu Les Âmes croisées, je l'ai fait des fois par bouts, séparés, quoi. Et Mmh. vous l'avez lu dans le sens, dans quel sens? Moi j'ai lu, en fait à l'époque du coup enfin on est à peu près on a quasiment le même âge en fait, toi et moi. Du coup je pense qu'on a dû vivre à peu près les mêmes choses, je pense, Ouais, à l'époque, tu vois? Par contre j'avais commencé, je crois que j'ai dû commencer quand, la quête des Willan venait de paraître en entier et on devait être peut-être sur le premier ou deuxième tome des Mondes. Du coup, j'étais un petit peu contraint en fait, de suivre l'ordre, de parution, ouais. ouais, et ça m'avait un petit peu surpris d'ailleurs que la 3e trilogie, soit plus un spin-off en fait au final que la suite à proprement parler. Mais ouais, c'était dans cet ordre-là et c'était, très plaisant aussi du coup. C'est un truc que j'ai pas regretté que ça soit paru dans cet ordre-là. Tu disais d'ailleurs que c'était,
bah, que du coup, en fait, l'Acadie Whelan permettait, d'entrer plus doucement, plus, facilement peut-être dans Gwendalavir. Au-delà de ça, ça c'est un point qui est un petit peu abordé, dans la monographie justement que tu as dirigée. Hem et Whelan comme porte d'entrée, alors dans Gwendalavir certes, mais est-ce que tu penses que c'est aussi une porte d'entrée dans le fantastique et dans la fantaisie en général? Ouais, tout à fait. Bah, en fait, il a ça de donc c'est vraiment de la fantaisie, donc on en parle dans le livre et on en reparlera peut-être après, inspiré de plein d'auteurs pour le coup, où il peut y avoir des univers et des livres très denses, donc voilà, que ça va être Tolkien, sa grande référence notamment et mais là, on est vraiment dans en effet, on arrive avec Camille et donc Camille et Willan et Salim dans Gwendalavir et on tout se construit petit à petit. Donc que ce soit l'univers qu'on découvre au fur et à mesure, notamment grâce au personnage de Salim, qui est vraiment le personnage qui lui est rattaché au monde réel et donc c'est vraiment aussi par ses yeux qu'on découvre, Gwendalavir et donc qu'on va suivre son étonnement, qu'on va avoir ses fascinations, donc il y a ça et puis même l'histoire et la complexité de l'intrigue se construit au fur et à mesure des tomes et puis des trilogies et ça, je pense qu'il y a une vraie initiation de lecteur dans le livre, on le rapproche donc dans un article que j'écris sur les influences et puis dans un article que Marie-Lucie Bougon, donc une chercheuse en fantaisie, Mmh. écrit aussi. On le rapproche aussi beaucoup du jeu de rôle puisque donc on en reparlera peut-être après, mais Bottero était un grand, grand joueur de jeux de rôle et notamment lui, il masterisait des jeux de rôle et on reconnaît vraiment ça dans cette approche aussi de le monde se construit petit à petit, il place un peu l'univers et ensuite les personnages viennent jouer dedans, quoi. Donc il y a vraiment un quand on a un peu joué au jeu de rôle, c'est assez flagrant une fois qu'on a eu cette clé de lecture. Moi moi j'ai lu Ewinan, enfin je suis née en la même année qu'est sorti le premier tome, donc j'ai Oui, lu un peu plus tard. Et en fait ce qui est, mon approche est un peu différente, parce que j'ai commencé par la quête, après j'ai fait les mondes. J'ai pas lu le Pacte des Marchons parce que ma meilleure amie était en avance sur moi et donc en fait elle m'a tout spoilé et elle m'a tout raconté, chaque jour elle me racontait donc on m'a plus raconté le Pacte des Terrible. Marchands que Mmh. je l'ai lu. Mais moi ce qui m'a beaucoup marqué, ouais, c'est, quand on arrive dans le monde et en fait en relisant sur les traces là, je me suis dit: mais je sais d'où me vient ma phobie des mantes religieuses». Ça me vient des Sliches parce qu'en fait, j'ai souvenir, quand j'ai lu ce passage sur, quand on arrive, qu'on se retrouve face à cette créature, oui. à la limite du monstre et en même temps qui paraît tellement réaliste et ben, j'ai dû faire des je crois que j'ai fait des cauchemars après et affreux et les mondes religieuses encore aujourd'hui quand j'en vois une, je hurle et je me disais: «Mais c'est aberrant que j'ai peur comme ça des montres religieuses alors qu'il y a des trucs bien plus toxiques qui ne me font pas peur». Je pense que je dois avoir la même phobie du coup qui est moi c'est plus les scolopendres, tu vois? Mais c'est possible que ce soit la même source. Je pense que ça il doit y avoir un lien aussi, ouais. Mais oui, il y a vraiment cette image, heu, qui se dégage dans son écriture, donc Mmh. Ouais, Après, c'est très, très visuel, ouais, très cinématographique. tu parlais de la partie jeu de rôle, d'ailleurs c'est le cas de le dire du coup, Tom. Tu disais que voilà, c'était un petit peu, ça se ressentait du coup, quand on connaît un petit peu le jeu de rôle, que ça a été conçu un petit peu comme ça. Moi j'ai toujours eu un petit peu la sensation, enfin je pense qu'on y reviendra un petit peu sur comment dire? Pas l'authenticité on va dire des personnages. J'ai toujours eu un petit peu la sensation que Pierre Bottero, il avait construit son univers et qu'il y avait placé ses personnages, mais qu'ils étaient dans une liberté, totale. Hem Et que, on va dire que c'était aussi donc toujours dans l'idée de la porte d'entrée, que, non seulement ces personnages étaient libres d'y faire ce qu'ils voulaient, mais que c'était aussi une invitation en fait au lecteur. C'est-à-dire que, non seulement le lecteur est invité à vivre l'aventure à travers les personnages, mais en fait il est aussi invité à vivre, ses propres, aventures. Tu as eu un petit peu des témoignages qui allaient un petit peu dans ce sens-là toi? Ou toi comment tu l'as vécu, ton expérience de lecture avec l'œuvre de Botero?
Bah, alors juste pour revenir sur la liberté des personnages, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les interviews qu'il a données, de son vivant où il parlait beaucoup de ça, il a créé son univers en effet et après il y a des choses qu'il décidait pas. C'était ses Mmh. Comment il en parle dans ses interviews, c'est les personnages qui à un moment ont pris, et lui-même était surpris. Donc il y a c'est vrai que tu as raison, qu'il y a vraiment ce truc où il avait l'air de laisser un peu jouer les personnages. Dans la liberté qu'il a laissée, bah, de toute façon, je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs de fantasy qui, une fois qu'ils ont construit un monde, les lecteurs les plus assidus ont toujours envie de s'y glisser. Donc moi, par exemple, j'ai jamais écrit de fanfiction, même si, j'ai toujours eu, en effet, laissé vagabonder mon mon esprit dans Gwendalavir. Il y a eu pas mal de fanfictions qui ont été écrites, des choses qui ont été écrites aussi après. Moi aussi, quand il y a eu le dernier Les Âmes croisées qui a eu sa fin inachevée, je me suis toujours dit que j'écrirais la suite. Bon, je l'ai jamais fait. Mmh. Qui Ouais. sait un jour? Mais c'est des œuvres en effet qui laissent aussi la porte ouverte à ça, quoi, donc ça, et alors moi, je pense par contre, ce dont on a eu, j'imagine, tous l'expérience, c'est que même si on n'inventait rien, par contre, il laissait cette place au jeu de faire les liens entre tous ces livres. Donc, outre les liens les plus évidents qui étaient les suites et Willan et Lana, bah, à partir du moment où il a sorti l'autre et qu'il a dit à demi-mot, qu'on a compris que, voilà, il y avait des liens qui étaient évidents et ben ensuite on a tout le monde s'est mis à faire des liens, donc moi je me souviens en effet éplucher les forums ou les sites pour essayer de voir les théories de chacun et débusquer les liens les plus évidents, comme créer des théories sur les liens les moins évidents. Donc ça, il y a un article aussi dans le livre qui vient faire un peu un hommage à ça et essayer d'en réunir la plupart. Mais c'était un truc que je me souviens qui me fascinait, qui me fascine encore, quoi. Et lui-même ça venait pour lui d'autres lectures qu'il avait eues de fantasy et il avait, bah, je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de très généreux et c'était quelqu'un de très généreux et je pense qu'il y avait ce truc où en fait il se prenait pas au sérieux, il s'amusait vraiment dans l'écriture et du coup ça se sent dans la lecture et je pense qu'il avait envie que son lecteur ressente ça, quoi. Il avait envie de transmettre ce truc de jeu, de jubilation. Il dit à un moment sur ce truc de créer des liens entre les livres. Il a créé une espèce, de jeu de pièces, de jeu d'énigmes où cette fois c'est le lecteur qui est le joueur, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi je me souviens vraiment, d'un plaisir de jeu, ouais, alors que c'était de la lecture, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai pas lu, l'autre pour le coup. Par contre, en gros, je suis passé de Elana enfin, du coup, bon, forcément, il y a eu quelques années entre-temps, on va dire, hem, aux âmes croisées, du coup. OK. Du coup, j'ai eu un petit peu cette surprise, on va dire, à la fin, Oui. voilà, pour pas trop je sais pas si on peut complètement spoiler, quoique en même temps, je pense qu'il doit y avoir, prescription depuis le temps. On Mais, a ouais, avec les âmes croisées, du coup, ça m'avait un petit peu ému aussi, tu vois? Il y avait un petit peu ce côté, point final, qui, voilà, comme tu disais, c'est une œuvre qui est restée un petit peu en suspens. Ouais, c'est ça, Mais le voilà, point il y avait un final peu ce justement. on voilà, a tout à fait. on a Hippodocus, Virus, qui dit les dernières pages des Âmes croisées, qui lit toutes les trilogies, compte parmi les plus belles, Ouais, je voilà, pense. exactement, ouais. Ouais, moi j'ai un souvenir des âmes croisées aussi, très, très fort. J'aurais du mal, ça fait longtemps que je l'ai pas lu en fait, j'aurais du mal aujourd'hui à dire si elle est il est en effet vrai, enfin moi je l'avais trouvé vraiment à part et enfin je trouve que c'est un des meilleurs, mais après c'est lié forcément aussi à un sentiment et tu dis en effet l'émotion à la fin était énorme parce que, bah, évidemment c'est à la fois très fort le twist qu'il propose, même si on n'a pas la Mmh. suite et assez jubilatoire encore une fois. Et en même temps, bah, émouvant parce que forcément on arrive, on sait que devait y avoir une suite et qu'il y en aura jamais et bon, bah, ça c'est vraiment déchirant, mais donc c'est difficile pour moi je trouve de distinguer de cette œuvre-là, le côté émotionnel qui est forcément lié, quoi. Ouais, tout à fait. Et justement en sachant, enfin, heu, est-ce que ça met pas enfin je pars sur le fait de diriger, un ouvrage. Est-ce que savoir, toute l'émotion qu'a procuré ces livres, cet univers, quand on t'a proposé le projet, est-ce que tu t'es pas enfin ou quand tu l'as accepté, est-ce que tu t'es pas dit: «Ah oui, mais maintenant
Maintenant, il va falloir faire quelque chose de bien. Est-ce que ça a pas mis une petite pression, en quelque sorte? Il y avait, forcément une pression liée à ça, mais ça m'a pas fait peur. En fait, quand on m'a proposé le projet, j'étais vraiment, excitation. Vraiment une excitation autant professionnelle parce qu'après Enquête d'un grand peut-être avec mon frère, j'avais vraiment envie de continuer à creuser ce sillon d'espèce de paralittérature sur la littérature ado parce qu'il y en a beaucoup sur d'autres littératures et même notamment en jeunesse et rien vraiment consacré à l'ado. Donc ça j'étais content d'avoir cette occasion de continuer à creuser ce sillon-là et le moi, lecteur, ado, fan de Botero était pour le coup, en effet en train de sautiller à l'intérieur. Et donc ça c'était vraiment tellement que du plaisir que j'ai pas eu peur. Par contre, c'est vrai que c'était un vrai truc à gérer. Il y avait, toute la phase émotionnelle, donc forcément déjà la mienne, et donc ça, c'est toujours un truc quand on se penche sur un sujet en tant que concerné, de se dire, comment on va prendre le recul nécessaire. Et moi, ma démarche dans ce cas-là, donc c'est celle que j'ai prise là, c'est toujours d'assumer 100 le côté émotif qu'il y a derrière, le côté, voilà, très personnel. Venir carrément le mettre dès l'intro et puis, bah, de 1 ça incarne et de 2 ça donne juste l'honnêteté de la position que j'ai puisque moi le but du livre n'est pas de faire un c'est pas une recherche universitaire et quand bien même d'ailleurs, il y a des gens qui font des recherches universitaires et qui sont complètement dedans aussi, mais c'est pas un livre universitaire et donc voilà, je viens de poser un peu le cadre. C'est une enquête, c'est un hommage, c'est, en effet une monographie, dans ce que ça a de sérieux, mais aussi dans ce que ça a d'assumer le côté personnel et donc il y avait ce côté personnel-là et le côté personnel évidemment et donc là par contre, c'était aussi une sacrée charge émotionnelle à gérer de tous les acteurs et actrices que j'ai interviewés. Donc que ce soit les lecteurs, mais c'est encore différent, mais surtout toutes celles et ceux, bah, sa famille, ses éditrices, qui l'avaient, qui évidemment le connaissaient personnellement, avec qui ils avaient des affinités plus que professionnelles ou de lecteurs. Donc là, forcément, ça venait remuer tout un mais bon, je pense que c'est pour ça qu'ils sont venus aussi chercher, quelqu'un comme moi qui avait été lecteur, en fait, et qui du coup, savait ce qui venait, remuer et ce qu'il fallait porter avec, quoi. Fallait y mettre le respect, mais je pense que je l'avais. Mmh. Et comment du coup ils en sont venus à te choisir, toi? Ils sont passés comment enfin ils ont vu que tu faisais partie peut-être du forum ou Bah, ils avaient remarqué Enquête d'un grand peut-être, donc qui s'est beaucoup vendu en fait et on avait fait pas mal de presse et de médias et du coup, Mmh mh. dans le monde professionnel de l'édition jeunesse, on avait été repérés, et ils je sais pas par contre comment elle connaissait mon affinité, enfin si, je ne cache pas depuis longtemps mon affinité Botero Ouais. donc je pense qu'elle avait fini par en entendre, parler. Elle m'a contacté, c'est Rajo, quand je dis elle, pardon, c'est Muriel Coelan, donc la directrice qui m'a contacté pour me proposer d'écrire un livre là-dessus et ensuite, elle m'a demandé de proposer un plan, ensuite on en a parlé, puis ensuite c'était parti, quoi. Donc ça s'est lancé très vite, finalement. Oui et ça s'est fait très vite puisque, on m'a proposé le projet en juillet 2022 et il fallait, Oui. finir le livre à peu près en juillet 2023. Donc moins d'1 an pour faire ce livre. C'était un sacré travail, mais heureusement que j'étais pas tout seul. En tout cas, félicitations parce que c'est vraiment une réussite. Enfin, Bah, merci de le portrait, de l'avoir lu, d'en discuter. Je crois que hem, c'est un des trucs un peu les plus réjouissants, c'est comment depuis le début que je travaille dessus, même avant même qu'il sorte et que j'ai commencé à en parler autour de moi, même à des proches, de se rendre compte du nombre enfin, je le savais en statistique, en chiffres, le nombre de lecteurs qu'il y avait de Botero. Mais voilà, dès que tu parles de Botero ou des Willan, même chez des gens où tu penses pas qu'ils sont forcément lecteurs ou de littérature ado ou quoi, ça allume des trucs dans les yeux, quoi. Et Mmh. ça, du coup, de rencontrer tous ces lecteurs, de pouvoir en parler, c'est vraiment réjouissant, quoi. ah, il y a des lecteurs, mais aussi il y a toujours des nouveaux lecteurs. C'est ça, la force de Oui. Potéro, c'est d'ailleurs, on a eu une question Instagram, de l'odeur des livres. Quand on a 26 ans et qu'on ne connaît pas la saga, par quoi commencer? Et ben alors, qu'est-ce que vous conseilleriez? Moi, j'aurais comme conseillé Willan.
Moi, j'aurais conseillé la quête aussi, je pense. En fait, ça dépend si on a envie de lire tout Botero ou pas tout Botero. Parce que si on n'a pas envie de tout lire, je conseillerais de lire que la trilogie d'Elana. Mais si on a envie de tout lire et je pense que quand on commence Botero, on aura envie de tout lire et ben, ouais, Oui. je conseillerais de commencer par Ewilan pour avoir ce truc de d'ascension douce, jusqu'à un peu, à ce que ça se complexifie au fur et à mesure, quoi. Mmh. Et puis Moi, Willan j'avais eu la pardon. pardon. J'allais dire que j'avais eu la sensation en fait, de grandir un petit peu avec, avec du coup ces 3 trilogies. C'est-à-dire qu'on a au début, la quête des Willan qui est alors peut-être que c'est parce que justement on est dans la découverte de Gwendalavir, tout ça, où du coup, c'est un petit peu plus, abordable, on va dire. Hem Et par contre avec, Elana, j'avais eu la sensation qu'on était dans une intrigue un peu plus sombre, un peu plus, alors je ne vais pas jusqu'à dire adulte non plus, mais en tout cas qu'il y avait une petite progression. Hem Et puis, bah, du coup, ouais, bon, voilà, après il y avait, du coup, les âmes croisées où là, on était dans des thématiques qui m'avaient vraiment, retourné, quoi. Hem, Est-ce que tu as eu aussi cette sensation? Est-ce que tu penses qu'on peut prendre, comment dire? Chaque trilogie en mettant à part le côté qu'effectivement il vaut mieux que l'histoire se suive, en prenant un petit peu chaque, trilogie un petit peu dans son coin, tu penses qu'elles sont un petit peu interchangeables? Ou est-ce que tu penses que tu as effectivement une espèce d'évolution par rapport au lectorat? Hem, oui, dans son évolution, perso, quoi. Bah, je pense quand même que William est vraiment plus jeunesse pour le coup, en effet, Mmh. peut-être que, je dirais pas qu'elle en est adulte, mais par contre, c'est vrai qu'il est vraiment plus ado qu'Ewilan qui, par exemple, bah, moi, Ewilan, je viens de le conseiller à ma petite filleule qui a 8 ans, quoi et parce qu'elle a déjà lu tout Harry Potter et elle était en deuil de Harry Potter. Elle m'a dit: «Qu'est-ce que je peux lire maintenant?» Et donc j'ai dit: «J'ai ce qu'il te faut» et mais parce que voilà, ça peut se lire à 8 ans parce que ça reste, notamment sur les thématiques, assez, enfin voilà, c'est pas non plus très violent. Il y a des morts, mais ça reste vraiment très désincarné aussi comme, il y a pas de sexe, même l'amour, c'est tranquille. Donc ça reste vraiment, très jeunesse. Donc c'est pour ça aussi, il y a vraiment une ascension au niveau de ça, mais par contre, il y a un tel plaisir de l'univers, de lecture, de l'histoire que ça marche à tout âge. L'autre, pour le coup, il peut vraiment être lu à part et tous les liens qu'il va y avoir avec l'univers de Gwendalavir sont vraiment le petit plus de celui qui a tout lu, mais on peut clairement s'en passer aussi. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas mal de enfin, j'ai rencontré aussi des lecteurs qui ont commencé par l'autre et enfin, voilà, il y a plein de portes d'entrée différentes. Enfin, voilà, tous ces livres se lisent un peu différemment, sauf enfin, Les Mondes de Whelan, c'est dommage de l'avoir lu sans avoir lu La Quête de Whelan, quoi, mais Mmh. après, toutes les trilogies peuvent se lire un peu de manière indépendante et dans l'ordre qu'on veut et c'est ça qui est fort aussi, quoi. Sans doute que tout le monde a une lecture différente en fonction de l'ordre dans laquelle il a lu, quoi. On a un retour, sur le guide, d'Hippodocus Virus qui dit: «L'émotion transmise par le guide à chaque page, chaque témoignage est immense et je ne cache pas que j'avais les larmes aux yeux bon nombre de fois en le lisant». Bon, bah, je suis désolé, j'espère que que tu avais des Kleenex. Mais merci pour ce retour, ça me touche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé aussi, avec émotion, quoi, donc je pense que enfin, tous les gens qui ont même tous ceux qui ont écrit un article, en fait, connaissent et aiment Botero, donc il y a je pense que c'est normal qu'il y ait un truc qui se ressente, de ça et j'en suis content. Bah, surtout que dedans, il y a une certaine, abondance, de témoignages, il y a toute une partie où on sent que c'est aussi Ah, heu, une ah, déclaration d'amour à la qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, c'est ça? j'ai perdu tout le monde, donc ah merde. Alors, Allô, allô? allô? Oui, moi je vous entends, mais ça a un peu C'est mieux? buggé, ça a un peu sauté. Ah d'accord, OK. Tu peux recommencer ce que tu disais, je pense. Et bah, très bien, parce que je m'étais interrompu, après 2 mots, donc tout va bien. Donc ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'était un petit peu, tu as dédié, toute une partie, en fait, à la communauté. Hem, on sent qu'il y a un petit peu cette sensation de, peut-être une intention de vouloir, alors pas forcément déclarer son amour à la communauté, mais peut-être rendre hommage à l'amour que Botero portait à la communauté et il y a tout un camailleux, j'ai envie de dire, de, Mmh. de, hem
de témoignages très personnels, des relations, que les gens ont entretenues avec cette œuvre, ouais. Et c'est une partie qui est assez intéressante. Au final, on voit surtout que c'est une œuvre qui finalement, parle à plein de gens. On voit d'ailleurs, j'ai vu qu'à chaque fois, tu avais mis du coup, l'âge, des gens qui témoignaient. Il y a des gens, de notre génération, 26-27 ans, tout ça, et il y a des gens beaucoup plus jeunes aussi. Hem, Tu penses que les thèmes, abordés, sont toujours d'actualité? Est-ce que tu penses que ça parle encore, au public, oui, au public, jeunesse, ado, tu vois? Est-ce que c'est en quelque sorte un peu intemporel? Ouais, bah, il y a un truc très universel et bah, de toute façon, comme tu dis, l'âge des lecteurs le montre, hein. Moi, c'est quand on a fait l'appel à témoignages, c'est vrai qu'on a eu des retours de jeunes lecteurs, de voilà, voire très jeunes lecteurs dont cette, des plus touchants pour moi, c'était cette lectrice de 11-12 ans là qui disait qu'elle s'était mise à lire grâce à Ewilan. Mmh mh. Donc c'est vrai il y a encore, ça touche encore et bah, il y a ce côté à la fois très intemporel et il y a un côté aussi très moderne en fait. Parce qu'en 2003, et ça on en parle pas mal dans le livre, même si on vient aussi, apporter des nuances, mais en 2003, il vient quand même bousculer vraiment l'univers de la fantasy, jeunesse, notamment avec, bah, ces personnages féminins qui sont, beaucoup très forts et puis en fait assez variés aussi, pas forcément que des meufs, badass, même si beaucoup. Avec, voilà, le personnage de Salim, qui est un personnage, racisé qui est presque, qui est presque le seul à l'époque dans la production jeunesse. Et il y a aussi, outre les thématiques, un un regard, un ton, une écriture qui sont tellement, bah, justement respectueuses de son lectorat jeunesse, qui sont en fait, lui donnent une grande, intelligence puisque, bah, il va rien se refuser, notamment dans son écriture. Il va être très libre dans son style, donc il y a quelque chose de où en fait, il se refuse rien et du coup, je pense qu'il y a ça aussi de moderne, c'est que c'est une écriture qui, c'est OK, il écrit pour la jeunesse et pour les ados et pour le coup, il y a une vraie volonté de ça. Pour autant, c'est pas pour autant qu'il va, aseptiser le propos, aseptiser les sujets, Mmh. et aseptiser surtout son écriture, quoi. Donc je pense qu'il y a ça qui est moderne aussi, c'est sa liberté de ton et d'écriture. Mmh. Puis on sent il infantilise pas son lectorat non plus, quoi. Ouais, non, non et je pense que c'est ce qui donnait, c'est ce qu'on sentait de lui dans ses livres, quoi. C'est parce que c'est aussi une posture qu'il avait complètement en tant que personne. Donc lui, il a été enseignant, avant et au début et puis ensuite il a arrêté son métier d'enseignant, mais il a été enseignant et ça se sent qu'il était dans cette posture d'enseignant, qui est plus proche de celle du mentor comme les Marchands, hein, comme les Gilano et autres personnages de mentors dans son œuvre, où il accompagnait, il donnait des clés, il donnait des pistes, il transmettait ce qu'il savait, que ce soit ses connaissances, ses compétences et ensuite, bah, à l'élève derrière ou au lecteur de s'en emparer, de faire ses propres choix, ses propres réflexions et ça se sent à la fois dans les échanges qu'il a pu avoir, donc qu'on a dont on garde des traces aujourd'hui, que je trouve dans son œuvre où il va poser plein de questions et proposer plein de choses, mais en fait, il va jamais vraiment donner des réponses fermées et aussi parce qu'il y a des personnages qui dialoguent et puis même dans les choix que font les personnages, on a le droit des fois, il y a ce truc où ils font pas toujours les bons choix, donc on peut aussi ne pas être d'accord ou alors, ils font des choix qui sont ambigus, donc est-ce qu'on est d'accord? Il y a vraiment toute cette dimension-là dans son œuvre. Il Mmh. y avait un témoignage d'ailleurs qui disait, mince, attends, que je retrouve, qui c'est qui avait dit ça? Floriane Soulas, qui disait Oui, qu'elle avait adoré Ewilan, mais elle avait aussi détesté Ewilan par moments, mais pour mieux oui, l'adorer à nouveau derrière. C'est vrai que ça c'est un truc qui m'avait semblé très particulier du coup par rapport à Botero. Parce que moi à l'époque, tu vois, j'avais plus lu genre Le Hobbit ou des trucs comme ça, où du coup tu as oui, des héros qui sont, je vais pas dire qu'ils ont un seul caractère, mais en tout cas, c'est des héros qui, ont pas trop de défauts. Dans le sens où, par exemple, Bilbo, il a beau être petit, fragile, tout ça, ça reste quelqu'un qui a un cœur énorme et il est toujours dans cette optique de bonté, tout ça. oui, Et Willan, elle a parfois un petit peu ce côté,
comment dire? Elle va avoir parfois des réactions un petit peu violentes, un petit peu colériques. Hem, voilà, par exemple, il y a le moment où elle frappe, son copain parce qu'il est allé un petit peu trop loin, dans ce qu'il disait. Moi, personnellement, ça m'avait un petit peu choqué, tu vois? Parce que moi, je venais plus, voilà, d'une fantaisie où tout le monde il est beau, tout le monde il est content, il y a que les méchants qui sont méchants, tu vois? Et personne n'a de réaction un peu trop impulsive ou quoi. Et il y a ce côté, au final très réaliste dans le sens où les personnages, ils ont aussi, des défauts, ils ont des humeurs qui sont changeantes. Il y a une vraie, une vraie authenticité en fait dans ces personnages et c'est vrai que comme tu dis, voilà, c'est qu'il s'est rien refusé en fait et il nous a proposé des personnages vivants. Voilà et j'ai pas de questions, après cette intervention, désolé. Alors après le passage que tu cites, c'est un passage qui vient montrer autre chose aussi. C'est un passage très important dans l'ouverture féministe de Willan, Oui, tout à fait, il est important. et où elle a vraiment dans les 2 figures, que sont Elana et Siam qui lui disent plus ou moins: «Bah, à un moment, il va falloir que tu t'affirmes et donc ça va peut-être passer par là». Mais du coup, c'est intéressant que toi, tu te dis: «Oh là là, mais c'est c'est choquant» parce qu'en effet, ça veut dire que Mmh. tu es en mode: «Bah, dans tous les cas, on ne tape pas». Oui, Donc c'est ça. ça Ouais. Après même enfin même, Salim m'avait choqué du coup à ce moment-là. Moi j'étais en mode: «Mais attends mec, ouais. reste où tu es». Mais, oui effectivement, il y a des moments de conflit quoi en fait, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais moi, c'est vrai que Willan, est un personnage que je trouve assez agaçant. Oui. C'est un peu elle est pas parfaite certes, mais c'est un peu une Hermione Granger, quoi. Elle sait un peu tout et en même temps, elle a quelque chose de touchant aussi dans ce côté-là, il y a toute une, dans les conclusions, où je fais un peu des ouvertures sur d'autres sujets qui auraient été possibles et il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de Willan comme, sur le spectre soit HPI, soit autistique. Donc il y aurait sans doute une, relecture à faire, donc peut-être qu'il y aura, des universitaires qui feront ça, je sais pas. Mais à partir de ces voilà, il y a des elle est aussi touchante de ce qu'elle a de très comment dire? Où elle intellectualise un peu tout, mais en même temps, tout est très clair et elle va faire des choix très très nets. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être touchant. Moi, ça m'agaçait plutôt, mais il y a des gens qui m'ont défendu plutôt que c'était touchant. Moi, ça m'a Est-ce agacé aussi. Ouais, ça peut agacer, c'est sûr, ouais, carrément. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir comment dire? Un deuxième regard, et comprendre, d'autres choses du coup en relisant le truc une fois adulte? Ou est-ce que tu penses Ouais. qu'on va dire, on a un côté un peu, tu l'apprécies une fois et si tu le relis, ça va pas changer? Moi, ce que j'ai adoré donc là, je l'ai relu, du coup, pour, écrire sur les traces de Willan et une des choses qui m'a beaucoup marqué dans la quête, c'est les personnages de la dame et du dragon, donc qui m'avaient dont je me souvenais même pas, ils m'avaient pas du tout marqué ado et ils sont, fascinants parce que c'est comme deux divinités du monde de Gwendalavir, donc qui viennent, intervenir à des moments presque en Deus ex machina, mais où ça va pas être trop grossier, «On en a besoin et hop, il vient tout Mmh. résoudre». Parce qu'il y a un truc installé comme un peu divin et que j'avais pas du tout vu avant, que j'ai trouvé très intéressant du coup de ce que ça disait du rapport, au divin dans ce monde-là et par ailleurs, c'est aussi très lié, un à la légende arthurienne et 2 à quelque chose de très proche aussi, très pur sur le sentiment d'amour et donc voilà, c'est plein de choses que j'avais pas lues à l'époque et qui m'ont donc ouais, je suis persuadé que d'ailleurs voilà, si je relisais par exemple l'autre que j'ai pas lu depuis super longtemps, je vais complètement redécouvrir et voir d'autres choses, que ce soit en termes métaphoriques, en termes, même de plaisir de à quel personnage on va s'attacher. Par exemple, quand j'étais ado, j'adorais Artis et je sais pas du tout pourquoi, parce que pour l'instant je sais même pourquoi j'ai aimé autant ce personnage. Mais ouais, il y a plein de choses que je trouve intéressantes, même dans le rapport, entre Willan et Akiro, hem, la relation entre, ce frère et cette sœur est quand même très complexe et voilà, je me souvenais pas de toute cette complexité. Donc ouais, je pense que je sais pas vous si vous les avez relus et que vous avez vu d'autres choses, mais moi je trouve qu'on y voit toujours d'autres choses. Moi, Moi je l'ai j'ai lu la saga qu'une seule fois personnellement, ouais. moi, je Enfin les ai le cycle, pardon, excuse-moi. je les ai pas encore relus. Je me tâte à le faire, pourquoi pas à Noël. Et Mmh. mais en vrai, je pense que
toute relecture, enfin, si on a un temps assez, un temps, défini entre le moment initial et le moment de la relecture, peut apporter quelque chose. Déjà parce qu'on se souvient pas de tout, on peut pas se souvenir de tout, et aussi parce qu'on n'arrive pas avec le même bagage. Enfin, c'est comme si c'était une autre personne qui lisait le livre. Parce qu'on a tellement évolué, surtout entre, enfin, ça dépend combien de temps il y a entre les 2, mais si, il y a 10 ans, mais enfin, déjà rien qu'en un an, on peut changer énormément, donc en 10 ans, on change, on a une autre approche, on a une plus grosse connaissance aussi de, bah, soit de la culture, soit du monde de la philosophie, peu importe, et donc je pense qu'on voit aussi des références. On peut avoir une lecture où on se dit: «Ah mais en fait ça fait référence à ça», et Ouais. Ouais, bah, là, en lisant avec aussi toutes les clés où là, pour le coup, ça venait aussi forcément des recherches que j'ai faites, mais bah, cette clé du jeu de rôle, Tolkien, enfin voilà, plein de choses comme ça, toutes ces clés de lecture-là, elles viennent, ouais, augmenter la lecture, quoi, c'est intéressant. ce que je trouve aussi, extrêmement intéressant dans l'œuvre, de Botero, c'est que il a énormément d'inspiration. Il a un énorme bagage de lecteur derrière lui, Ouais, ouais, et en fait, il arrive à faire, quelque chose de vraiment inédit. Heu, ouais. que ce soit, dans la manière dont il écrit, que ce soit aussi le système de magie, qu'il a, enfin, qu'il a un peu sorti de son chapeau en quelque sorte, de son cauchemar. Mais Ouais, non, il fait vraiment des choses nouvelles, mais de toute façon, c'était, clairement ce qu'il voulait faire aussi, quoi. Il voulait clairement pas se proposer la même chose et c'est ça qu'il cherchait. Comme tu dis, en effet, il avait commencé à construire un monde, un univers, il lui manquait quelque chose et voilà, il raconte ce truc en effet, Willan, se retrouve face à un dragon et qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'efface, enfin et du coup, il y a quelque chose de et ça, par ailleurs, c'était je sais pas vous quand vous l'avez lu, mais moi, je me souviens, c'était j'avais déjà pour le coup ce regard à la fois ce que ça dit d'un truc juste très magique quoi, c'est ça le pouvoir et en même temps de ce que ça disait de métaphorique. Je me souviens très bien, à l'adolescence d'avoir compris ça et je pense que il avait ça de fort aussi. On parlait tout à l'heure de comment il vient amener petit à petit le lecteur à entrer dans l'univers et dans la fantaisie. Je pense qu'il a aussi permis de commencer à ressentir des choses littéraires, de manière très accessible aussi. Donc typiquement des choses métaphoriques, dans l'écriture aussi quand il apporte, des choses de poésie et tout, c'est assez clair dans l'écriture, et après on s'est mis à écrire, peut-être des poèmes marchands et du coup il y a un truc aussi de jouissance où on se sent, je pense qu'il y a un truc de lecteur où on voit des choses, on comprend des choses, c'est clair sans que ça soit, trop gros et je pense qu'il y avait aussi une forme de ça aide vraiment pour le coup à l'apprentissage enfin je pense que c'est une des premières œuvres où pour moi je me suis dit, sans le formuler comme ça, mais où tu te retrouves face à de la littérature quoi. Tu te dis: «Ah oui là on est dans mmh, quelque chose, vraiment de littéraire quoi». D'autant plus qu'il a un style quand même particulier et puis surtout, Mmh. enfin, chez Bottero, il y a vraiment un point un peu, très, très propre à lui. Heu, je crois que dans la monographie, tu avais appelé ça les Botterades ou quelque chose comme ça, je sais botérisme. Botérisme, ce sont voilà, les les ce sont les bottérismes. lectrices qui les appelaient comme ça à l'époque. Voilà, tout ce qui va être, il y a vraiment une grosse dose de poésie, en fait, dans ses descriptions et c'est vrai que c'est très, très propre à cet auteur, quoi, ouais. Oui, Toujours enfin, on va dire pour revenir un petit peu à cette question de, le parallèle, en fait, on va dire, entre, plutôt à quel âge découvrir, Ewilan, et cetera, le parallèle, à quel point ça parle, aux ados. Hem, Dans la monographie, tu parles du fait que, à une époque, le merveilleux était, alors pour citer littéralement, «Le merveilleux est associé au monde de l'enfance. Il est aussi un espace féminin, celui des mères et des nourrices, et se trouve dévalorisé comme le sont régulièrement les créations des femmes dans les sociétés misogynes».
parce que, la fantaisie vient des contes, qui sont inspirés des contes de nourrices, du coup. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, rêver enfin «rêver» entre guillemets, dans la littérature du moins, est-ce que c'est encore cette étiquette, femme et enfant? Ou est-ce que tu penses qu'on a su un petit peu, évoluer, progresser un petit peu à ce niveau-là et ouvrir la fantaisie à d'autres publics, avec une vision un peu moins patriarcale et moins sévère, vers ce genre? Bon, il y a plein de choses là-dedans. Je pense qu'on est quand même alors, on est toujours dans un univers dans une société où tout ce qui va être, bah, en effet, raconter des histoires, s'évader dans l'imaginaire, va être dévalorisé dans ce que ça a d'être vu en effet comme, des contes pour enfants, des histoires pour enfants et cetera, avec tout ce que ça vient encore de dévalorisation et de la jeunesse et en effet de quelque chose de plus misogyne. Ça change beaucoup heureusement et aujourd'hui, voilà, on voit en effet plein d'adultes se pencher sur, de la fantasy, sur des bouquins jeunesse et donc ça, c'est super. Qui et rassurant aussi, c'est que ça a jamais empêché à la littérature ado comme à la littérature d'imaginaire de faire quelque chose d'excellent et voire même au contraire, donc dans le guide de littérature ado que j'écris avec mon frère, on dit aussi beaucoup que la littérature ado est une littérature très libre, puisque finalement, comme on nous dit, «Va jouer dans ton coin», puisqu'en fait on regarde un peu de haut la littérature ado, on la méprise, on dit: «Allez, va jouer dans ton coin». Bah, du coup, Mmh. dans notre coin, on joue et en littérature ado, finalement, il y a un truc de très libre dans le ton, dans la forme, dans le mélange de genres, dans voilà, c'est en littérature ado qu'on a, les prem en France, les premiers romans en vers qui arrivent. C'est en littérature ado qu'on a finalement dès très vite, un jeu qui se fait dans l'écriture avec les réseaux sociaux, ce que fait maintenant la littérature adulte. On a plein de choses qui s'inventent toujours et c'est toujours le cas de littérature ado et imaginaire. Donc c'est toujours un grand combat, on va dire, pour cette littérature-là de se faire reconnaître et de se faire estimer à leur juste valeur. Mais d'un côté, je pense que tout le combat doit pas être donné dans de se faire valoriser en fonction de ce que vont penser, le des lecteurs, qui vont être, dans ce mode de pensée-là plus fermé puisque, bon, bah, il y a pour certains, le combat est un peu vain, donc autant aussi en profiter et s'amuser dans son coin, quoi. Après les choses ont heureusement évolué. Après, c'est Mmh. aussi un combat en quelque sorte qui peut être à double tranchant parce que si, enfin, il y en a qui pourraient se dire: «Ah bah tiens, la littérature ado, enfin pour c'est une vraie littérature», mais ceux qui ne considèrent que ce n'est pas le cas, ils pourraient se dire: «C'est une vraie littérature mais seulement tel genre de livre» et donc ça pourrait Oui, freiner aussi, cette liberté et se dire, «Ah bah non parce que s'il y a que celle-là qui est reconnue donc on va faire que ça». mais ce qui est un peu le cas, en fait, parce que, par exemple, la littérature, jeunesse, les albums, il y en a beaucoup qui sont reconnus maintenant parce que ça va se rapprocher de quelque chose de plus artistique, c'est des beaux livres, quand c'est fait à la peinture, c'est encore mieux. La littérature ado, par exemple, a commencé à gagner ses lettres de noblesse, aussi parce qu'à côté, maintenant, ce qu'on va, conspuer, ça va être le manga et donc finalement, les romans ados, bon, bah, ça va qu'ils en lisent puisque c'est quand même des vrais livres, il y a que des mots, pas d'images. Donc en fait, il y a déjà des choses qui se jouent de cet ordre-là et qui vont on va valoriser des formes plus que d'autres. Mais bon, ça, c'est un combat permanent, hein, Oui, c'était déjà le cas dans les années 50-60, c'était la culture jeune qu'on méprisait, tout ce qui était, les François Hardy et tout, qui maintenant sont valorisés. Donc bon, bah, de toute façon, la culture jeune, que ça soit littérature ado ou à l'époque la musique ou, demain le manga ou je ne sais quel, autre média qui va arriver, les livres ce sera toujours, interactifs. oui, encore que bah, alors ça, il y a plein de questions d'autres qui se posent. Après, il y a pour le coup, il y a peut-être plus de valorisation qui est faite parce qu'il y en a peu finalement, donc quand ils existent, c'est quand même de belles factures, de ce que j'ai vu en tout cas. Mais à voir, oui, peut-être. On Si verra, ça se développe bien. faudra voir sur quoi ils vont encore jeter leur dévolu, alors Tout qu'il à fait. il suffit de lire, un livre, enfin, il y a du bon et du mauvais, il y a partout, mais il suffit de lire
Un bon exactement. livre de que ce soit un manga, que ce soit un Ouais, peu importe, dans sur quelle étagère, sur quel rayon plutôt, il est classé, un bon livre reste un bon livre, c'est tout. tout à fait. On oublie que dans la littérature générale, il y a aussi plein de mauvais livres. Exactement. La littérature vieillesse, comme on dit, en littérature jeunesse. Mmh. Mmh. Puis la excusez-moi, mais je trouve que la littérature ado fait un peu plus envie, ne serait-ce que par la couverture, face à toutes ces couvertures blanches qui s'alignent. Ouais, Ouais, il y a de bah, très jolies couvertures s blanches, hein. ça commence à évoluer du côté, adulte, mais finalement, c'est des littératures que ça soit des c'est des littératures qui sont de plus en plus narratives, c'est des dans les couvertures, il y a de plus en plus de couvertures colorées aussi. Et en fait, c'est clairement aussi des inspirations qui viennent chercher chez des secteurs dans des secteurs comme celui ado qui fonctionne très bien. Oui, Aussi parce que c'est une évolution, maintenant les générations adultes qui lisent de la littérature adulte, elles ont aussi grandi avec la littérature ado, donc elles viennent Ouais, apporter carrément, ouais. aussi tout ça à la littérature adulte. Bah, là, ce qu'il faut se dire, en fait, je pense c'est un petit peu le même schéma que pour le jeu vidéo qui a été, énormément, dénigré par les générations précédentes. Alors que là, aujourd'hui, on est à une époque où, les premières générations à avoir touché aux jeux vidéo avec les Game Mmh, Boy Color et cetera, ont des enfants maintenant. mmh. Ça, c'est assez fantastique et du coup, c'est complètement, c'est une activité normale, en fait, de voilà, avoir 30 ans et de jouer aux jeux vidéo. En fait, maintenant, c'est beaucoup plus, répandu qu'à une certaine époque Oui, où on disait: «Ouais, bah, non, en fait, les jeux vidéo, c'est pour les enfants». Alors qu'il y a clairement des jeux vidéo qui sont pas pour les enfants, sans parler de violence ou quoi, juste par les thèmes oui, abordés, par la complexité, oui. des jeux vidéo en eux-mêmes et je pense qu'il y a une vraie évolution du coup là-dedans et en fait, la littérature va certainement suivre un peu le même schéma, quoi. Oui, bah, on Un le peu voit une aussi en évolution. effet, maintenant les parents, ils transmettent, les Willan qu'ils ont même eu enfant, donc il y a plein de choses qui même les Harry Potter, enfin, en oui, effet, c'est des littératures qui maintenant se transmettent. Les enfants sont les ados lecteurs sont devenus, parents à leur tour. Peut-être pas encore d'ados, mais au moins d'enfants. Oui. oui, c'est quelque chose qui devient familial et en fait, enfin, on n'a plus, la cloison, il y a plus la cloison, de génération puisque, c'est pas la même génération mais, c'est un lien finalement qu'il peut y avoir entre, entre des parents qui vont pas toujours, qui comprennent pas toujours la génération d'après parce qu'il y a toujours, des fois un écart. C'est assez rare les personnes qui comprennent parfaitement la génération d'après et Oui, ça leur permet, d'avoir une porte d'entrée pour dire: «Ah bah, moi aussi, j'ai lu ça, moi aussi je comprends ces thématiques, ben, est-ce que» enfin pour parler, pour, que ce soit un sujet ou un autre, ou des comparaisons même. oui. Après, je pense qu'on trouvera bien, notre média, à nous, pour être des vieux cons, vous J'espère en faites pas. pas pour ça. Faudra rester bien vigilant justement, Oui, j'ai hâte de le découvrir. ouais, tout à fait. Mon Dieu. Bah, c'est une posture à garder, enfin, justement, pas à avoir, mais c'est une posture comme ça à garder, d'être vigilant à ça parce que c'est comme quand on va se pencher sur, les enfants, les ados qui sont tout le temps sur leur téléphone. Souvent quand on entend ce discours-là, bah, on oublie qu'en fait, nous-mêmes en tant qu'adultes, on est tout le temps sur notre téléphone Mmh. et donc la première chose à faire, c'est de soi-même montrer l'exemple parce que de toute façon, à cet âge, l'enfant, l'ado, surtout l'enfant, il fonctionne par éponge, quoi. Il imite ce que fait ses parents. Donc si à l'inverse, on est tout le temps avec un livre dans la main et qu'on se montre jamais avec un téléphone, ça va devenir un geste qui va être plus naturel aussi pour l'enfant, quoi. Donc Ah, c'est vrai que souvent c'est facile de juste, râler sur les enfants et les ados, et de pas s'interroger soi-même sur, ses comportements et ce qu'on a soi-même aimé, ce qu'on consomme en tant qu'objet culturel ou pas. mais après aussi, ce qui se passe, c'est que, les supports changent. Donc, on dit: «On est tout le temps sur notre téléphone», mais Oui, il y en a qui font énormément de choses sur leur oui. téléphone. Moi, j'ai un téléphone qui est vieux, donc qui ne supporte à peine, certaines applications. Mais, mais, il y en a qui lisent, il y en a qui, Oui, enfin, tout le développement du livre numérique, même s'il est, mineur sur la production, ça reste un développement, ça reste un moyen de lecture et puis il a oui, aussi les modes de vie qui évoluent, quand on se retrouve,
quand on se retrouve en ville, les transports, des fois sortir son livre dans les transports, c'est pas Ouais. recommandé. C'est Mmh. donc alors que sortir le Oui, tout à téléphone, c'est plus fait. facile. Et ça, c'est quelque chose d'assez donc nous avec avec la carte là des 100 incontournables qu'on a fait avec, Nathan, on se déplace pas mal enfin, on fait pas mal d'ateliers, on leur fait refaire le propre donc c'est une carte en fait où il y a, 100 livres incontournables qui sont répartis en continents et chaque continent est un genre littéraire. Oh! Je crois que ça va ça. Et donc c'est une liste de 100 incontournables qui a été construite avec une centaine de professionnels du livre. Donc voilà, après derrière, il y a tous les livres, les couvertures, les infos. Et l'idée quand on fait ensuite des ateliers scolaires, c'est de leur faire leur propre carte de lecture incontournable. Ah Et super. donc là, nous, pour le coup, c'est 100 romans, mais eux, on leur dit: «Voilà, vous mettez toutes les lectures que vous voulez». Donc on leur dit: «Vous pouvez mettre BD, manga». Donc déjà, je commence à leur dire manga. Il y en a plein déjà qui sont surpris parce que je pense qu'il y a beaucoup de profs qui leur répètent que c'est pas vraiment de la lecture. Et puis après, on leur dit: «Voilà, vous pouvez mettre ce que vous lisez sur Wattpad, sur Webtoon». Et là, il y en a encore d'autres qui sont surpris parce qu'ils sont en mode: «Ah, j'ai le droit de mettre ça?» parce qu'en fait, ils sont en mode: «Ah, mais parce que ça compte comme lire?» Et en fait, Ah oui. c'est une des un des buts principal de cet atelier avant même de réaliser une carte où à la fin, ils sont contents d'avoir une réalisation, bah, en fait, c'est juste de leur faire rendre compte de ce que en fait, des fois, ils disent qu'ils lisent pas et en fait, ils lisent. Mais c'est juste qu'en effet, on leur répète tellement que ce qu'il faut lire un vrai livre, dans le meilleur des cas, c'est juste un livre, dans le pire des cas, ça va être vraiment, un roman, je sais pas, classique. Mais ouais, c'est sûr que tu as raison, oui. Maintenant, on lit aussi sur de plein d'autres manières et on l'oublie un peu souvent quand on est, Et puis il y a même, enfin, en soi, il y a des fois des on peut lire aussi, enfin, il y en a qui font des textes courts, des poèmes. Enfin, il y a pas trop la culture du texte court mmh, et en fait, finalement, on est entouré de textes. C'est juste qu'il y en a, selon le support sur lequel ils sont, on va les juger plus ou moins bien, mmh, heu, à tort. Parce que, enfin, je veux dire, bon, on va pas mettre sur un même pied, je sais pas, la notice, d'un aspirateur et une poésie. C'est pas la question. ouais, Mais, Honnêtement, ça c'est peut l'idée être différente. passionnant une notice d'aspirateur. mais c'est plus dans le sens où, les 2 peuvent se retrouver au même endroit. On peut avoir maintenant sur les téléphones, on peut totalement avoir la pub pour le nouvel aspirateur à côté d'un texte de poésie, sur notre écran et alors que, bah, c'est pas parce qu'on lit, sur l'écran, que ce soit, sur Insta, sur un site web, sur un blog, que ça enlève le fait que c'est un texte, que quelqu'un a réfléchi pour le faire. Heu, ou alors que il a été inspiré sur le moment et qu'il a eu les mots, peu importe, mais c'est une volonté artistique. Déjà et Mmh. de l'écrire, puis de le publier aux yeux de tous, donc Est-ce que du coup c'est est-ce qu'il y a la volonté, on va dire, de déculpabiliser, le jeune lecteur qui n'est pas dans de la littérature, à proprement parler, avec des gros livres, sans images, tout ça? Bah, le but, c'est plus que de déculpabiliser, c'est de lui donner, bah, de le valoriser, en fait, dans ce qu'il Mmh. fait puisque et d'en fait, donner le goût, l'envie de lire et que ça arrivera jamais en donnant, voilà, en dévalorisant ce que le lecteur ado lit déjà ou fait déjà. Donc en fait, c'est juste se dire quelque part enfin, c'est obligé que quelque part, un livre nous attende et va nous toucher. C'est juste qu'il faut trouver le bon et pour ça, il faut être ouvert à tout et si en effet, si on se restreint par exemple, moi, j'ai aussi eu des des regards d'ados qui en fait, moi, j'aurais été en mode genre proposer que des romans et en fait, il y en a, ils aiment, que les documentaires. Mais parce que quand même quand on est Mmh. adulte, on va lire que des essais ou on va aller voir que des documentaires au ciné. Bah, en fait, il y a des ados, des enfants qui sont déjà comme ça. Donc il y a plein de choses comme ça à avoir en tête, mais c'est vrai qu'on va être, figé dans cette espèce de sacro-sainte forme du roman. Donc moi j'adore, mais par ailleurs, bah, comme tu as cité, je sais pas, tu as cité de la poésie, j'en lis, de la BD, j'en lis, ouais, ouais, c'est important d'être ouvert à tout ça et en fait, ça va nous nourrir et par exemple, tout ce qui est forme, dessinée, manga, BD, bah, en fait, OK, on lit moins de textes, donc il y a peut-être moins
va peut-être être, voilà, il y a une forme de on lit moins de texte certes, mais par contre on apprend aussi la lecture d'images, la lecture du rapport texte-image, c'est des formes de lecture qui sont intéressantes pour plein d'autres choses, quoi. Ça va développer d'autres univers, d'autres compétences, Non, c'est sûr que ça enfin ça oui, ça va nous nourrir comme tu as dit. oui. Mais en tout cas, mais en oui, j'ai faut que j'arrête, je vais boire un coup et je vais essayer de me rappeler ma phrase. C'est terrible, c'est affreux. Alors dis-toi qu'elle est en train de revenir. Voilà. Alors, Non, je vais oui, regarder si, les récits nous nourrissent et puis ce qui est intéressant, c'est que les récits nous nourrissent, même en arrière-plan, même un récit que consciemment on a oublié, on peut y faire référence, bien plus tard, bien plus longtemps dans notre vie, et c'est aussi, et du coup c'est le cas, enfin des Wieland, et de toute la quête, parce que enfin c'est ce qu'on a évoqué en début, mais quand j'ai parlé du, traumatisme d'Eastlich, c'est que finalement en fait on a quelque chose d'inconscient qui reste et qui continue de nous nourrir. Oui. Ah ouais, en plus, les lectures d'enfance et d'adolescence, c'est des lectures qui marquent pour longtemps. Oui, c'est les lectures qui construisent. Mmh. en parlant de construction, puisqu'on est quand même sur un cycle qui est, je pense, moi je l'ai analysé comme étant très, comment dire, très attaché à l'émotion, très attaché au ressenti, qui du coup aide, en quelque sorte, sans donner des pistes claires, mais en tout cas on va dire il aide la jeunesse, les adolescents à se construire. Est-ce que tu penses, alors le mot c'est un peu un gros mot, mais est-ce que tu penses que, le roman est politique? Donc je parle bien d'Ewie Land, hein, pas du roman en général. Est-ce que tu penses que Ewie Land est politique par essence? Est-ce que tu penses que c'est, volontaire, un peu inconscient? C'est quoi ton avis sur la question vraiment sociale et politique, de cette œuvre? Oui. Alors, bah, c'est marrant que tu dises pas le roman en général, mais bah, pour moi, toute œuvre publiée est politique, donc Mmh. pas en soi l'œuvre qu'on écrit, mais l'acte de publication l'est, puisqu'on vient s'inscrire dans un système qui est déjà construit, avec une société déjà construite et surtout juste tout un panel de livres qui a déjà été publié, donc forcément le regard ce qu'on va publier va avoir, c'est politique. Aussi parce qu'on vient poser un regard, une manière de raconter et donc la manière qu'on a de raconter, de dire les choses, ce dont on va parler a forcément quelque chose de politique aussi puisque ça va avoir, une résonance, une influence, on le porte publiquement, quoi. Donc je pense que enfin, donc c'est pour moi, en effet, un roman qui, politiquement, a une importance à cette époque-là, puisqu'il vient, bousculer des lignes, donc sociales, que ça soit les personnages féminins, racisés et puis même toutes les valeurs qu'il va transmettre, donc il y a un article dans le livre sur, est-ce que, Léon de Winans, c'est une œuvre altermondialiste? Il y a et voilà, il y a tout un univers de pensée qui est hyper intéressant là-dessus. Je pense pour autant que en fait, c'était quelque chose qui, à mon avis, lui était très propre, plein de choses qu'il avait de manière très personnelle et je pense, de ce que j'ai analysé, que c'était pas une volonté particulière de sa part de dire: «Je vais parler de ça, je vais faire ça». C'était plus quelque chose qui lui était naturel, donc il a fait. C'est plus je pense que c'est assez impensé comme démarche, mais que de fait, c'est aussi en se retrouvant par contre face aux lecteurs et aux lectrices qui ont aimé ça, avec qui il en a parlé, que peut-être ça l'a conforté, ça l il a développé ça et il l'aurait peut-être continué aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense que ça l'est en soi et que ça vient vraiment bousculer de manière positive des choses. Je suis pas sûr que c'était si calculé que ça de sa part. Mais en tout cas, ça D'accord, ouais. laisse, ça laisse un impact dans la formation, des lecteurs qui, Tout à fait. enfin c'est quelque chose que je trouve qu'on retient de l'œuvre, involontairement ou pas. Oui, Mmh. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Un truc que j'ai personnellement, j'avais beaucoup apprécié justement par rapport à l'œuvre. Au début de cette interview, tu disais qu'on découvrait, Gwendalavir à travers les yeux surtout de Salim et oui, ça, c'est un truc que j'avais beaucoup apprécié, tu vois? C'est que
Enfin, en gros, genre, moi, quand j'ai lu ça, tu vois, j'étais un petit garçon blanc, perdu au milieu des montagnes, tu vois? Au milieu d'un petit village de paysans, genre on est 500, là-bas, tu vois? Et donc très, très, très loin, de l'origine, banlieue, Selim Oui, qui est d'origine camerounaise, pardon. Du coup, on avait vraiment une vie très, très différente et ça m'avait, agréablement surpris, tu vois? De découvrir du coup, enfin que ce soit, envers lui que je puisse me rattacher, plus qu'envers Ewilan. Alors bon, c'est peut-être qu'il y avait une question de genre aussi derrière, c'est possible. Hem, mais heu, mais voilà, en tout cas, que ce soit lui un petit peu comment dire? Pas le symbole, mais presque l'avatar, tu vois? J'avais envie de dire. oui. Il y a un personnage auquel tu t'es senti, spécialement proche, toi? Je pense que Artis, dont je parlais, je me sentais proche à l'époque de lui. Je sais pas, il avait quelque chose d'assez renfermé, assez, sensible et tout et je crois que c'est quelque chose qui me parlait. J'aimais bien Akiro, mais je pense qu'il me fascinait plus que je m'en sentais Ouais. proche. Heu, voilà, bah, Salim un peu comme toi, mais parce que tu dis, voilà, c'est un truc de genre. Je pense pas que c'est qu'un truc de genre, c'est que c'est, ça joue sans doute, mais je pense que c'est aussi vraiment le personnage qui est travaillé, enfin, qui est même pas je sais même pas s'il est travaillé pour, mais en tout cas, c'est le personnage chaleureux, c'est le personnage rigolard, c'est le personnage attachant par excellence et c'est par lui qu'on découvre, c'est celui dont on est obligé de se sentir le plus proche puisque c'est le seul, finalement, dans toute la saga, qui reste là, mais qui ne vient pas de Gwendalavir, qui vient de la Terre, quoi. Donc enfin de l'autre monde et Mmh. oui, je pense que là, pour le coup, on est beaucoup à s'en être senti assez proche. Ouais, je pense Artis en premier lieu, Salim. Ouais, j'adorais Salim, c'était vraiment l'un de mes personnages, et puis aussi dans un peu son innocence, où le lecteur Oui, peut facilement, s'identifier, Et c'est celui qui est surpris, quoi. Il il est face à de la magie, face à des trucs, surnaturels et oui, c'est 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 ça. lui. C'est ça le truc. Non, et puis aussi sa manière de rebondir, justement, bah, au départ, il est un peu choqué, il est surpris, il a du mal à y aller, mais une fois que qu'il y va, quoi. C'est, et Mmh. j'aime beaucoup son évolution, tout au long du roman. Donc, Ouais, très bien. Bon, bah, écoutez, je sais pas si on a encore des thèmes à aborder ou je ne sais pas. Ça fait déjà un petit moment Je qu'on y pense est. qu'on pourrait en parler pendant 3 heures encore, mais Effectivement, je pense qu'il y a tellement de thèmes dans cette œuvre qu'on pourrait, oui, bah, plus que 3 heures même. Mais c'est pour ça qu'on a fait, des dizaines de forums. est-ce que d'ailleurs il y a un endroit où les gens peuvent venir en parler, Alors en forum, je sais pas ce qu'il existe s'il en existe, il doit encore en exister. Il y a un Discord qui existe autour de la quête des Willan, qui a été au départ fondé par le studio Andarta qui produit le dessin animé. Donc c'est un lieu où il y a encore pas mal de gens qui sont actifs. Sur Instagram, il y a régulièrement des bookstagrammeurs, bookstagrammeuses principalement qui font des lectures communes, donc où soit les gens lisent pour la première fois, soit en relisent. Il y a le site marchand.fr qui moi m'a beaucoup servi dans mon écriture puisque c'est une source infinie de documents, d'interviews, de textes, par Pierre Bottero, donc voilà, des bonnes sources déjà pour continuer à explorer un peu l'œuvre. mmh est-ce qu'il y a un thème où, enfin, est-ce que tu penses qu'on a loupé un truc essentiel dans l'interview et qu'il faudrait absolument que tu rattrapes maintenant? Non, bah, on a parlé là à la fin notamment de toutes les questions politiques, donc qui sont intéressantes. On a parlé des lecteurs, qui est aussi une autre grosse partie. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Je rien qui me vient, peut-être ça me réveillera cette nuit. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi, de nous avoir accordé ton temps. Heu, Merci à vous de votre invitation. Merci d'avoir dirigé cette, monographie, donc sur les traces des Willan, qui est, donc chez Radio. Je vais vous mettre le lien, dans le chat dans une minute et qu'on vous mettra le lien, lors de la rediffusion.
Hem, n'hésitez pas à lire les enfin, n'hésitez pas, non, lisez les cycles, avant de lire la monographie. Sinon vous allez perdre un petit peu, quand même, enfin moi je suis pas touchée par les spoilers, donc je parle, difficilement en ce nom-là. Mais il y a des spoils donc lisez les cycles avant et donc comme Oui, on l'a dit, bah, ne commencez pas par, les mondes des Willan, mais commencez, bah, par la quête ou le pacte des marchands selon si vous voulez tout lire ou non. Mmh. Est-ce que c'est bien résumé? c'est très bien résumé. Il y a une magnifique édition qui est sortie chez Rajo. C'est vrai, il y a l'édition On collector vous la faire offrir, pour Noël. il y a l'édition collector et il y a une lecture commune qui vient de se terminer malheureusement, mais au moins il y a plein de nouveaux lecteurs peut-être aussi, qui sont lancés Mmh. avec la lecture commune qu'il y a eu, chez Rajo. Bah, pour cette lecture commune, on devait demain faire un live qui a été, reporté, mais donc en janvier, on fera un live entre, bah, cette, lectrice qui découvre plus récemment que moi, et Willan et moi, donc ça sera encore un lieu de discussion autour des Willan. En tout cas, de toute façon, l'actualité, même si, l'auteur nous a malheureusement quittés, c'est, enfin, Ewilan continue, d'exister par les lecteurs, et par les rééditions, les nouveaux lecteurs, en fait. Mmh. Heu, N'hésitez pas du coup aussi à aller voir, donc tout le travail, de Tom, que ce soit, avec sa maison d'édition et avec, j'ai pas le titre de l'ouvrage sous les yeux, mais que j'ai très envie Heu, de me procurer. Quête d'un grand enquête peut-être? enquête d'un voilà, Ouais, enquête d'un Enquête grand d'un grand peut-être, le peut-être, guide de littérature ado, voilà. de Tom et Nathan, Lévesque, du coup. Et puis Voilà. même, la carte aussi, même la carte, c'est une idée, enfin, que d'autres gens peuvent utiliser la carte et enfin, prendre la carte et l'utiliser avec un groupe d'élèves, eux-mêmes. Oui, et puis ça marche très bien avec les ados. Il y a le côté défi, donc il y a pas mal de documentalistes qui l'ont acheté aussi pour leur CDI, c'est des bons outils, seuls ou voilà, ou si on est vraiment un grand lecteur de littérature ado, on peut s'amuser parce que donc l'idée au début, c'est qu'il y a des petites cases, Oui, donc on OK. coche au fur et à mesure les livres qu'on a lus, en fait. Ah, j'ai Ah envie de super. l'apprendre. De toute façon, je sens que je vais m'y pencher parce que j'ai un je connais la littérature ado de ce que j'ai lu quand j'étais ado et je m'y repenche Mmh. que maintenant et je redécouvre un monde et j'ai envie de vraiment m'y intéresser. Enfin voilà, donc merci beaucoup C'est le moment. et niveau Chimera, on a zéro actu. Si, on a la Mmh. rediffusion de l'interview de Clément de Ruyter qui est parue, tout à l'heure et le prochain live actu aura lieu en janvier. Parce que les fêtes, aussi on a la troisième personne, de Chimera qui est en Pardon, je rigole, mais c'est qui pas vient de bien se de faire rigoler, opérer mais des je dents de rigole. sagesse et donc il ne peut plus parler. Donc malheureusement, Courage. c'était, donc on va clore, 2023, avec, cette magnifique, monographie. Voilà. Bah, Merci à vous tous. clôturez aussi mon année, donc c'est parfait. Ah, attends, petite dernière chose, est-ce qu'il y a il y a des réseaux sur lesquels on peut te retrouver éventuellement? Oui, principalement Instagram, donc mon nom, soit vous tapez mon nom Tom Lévesque, soit mon pseudo c'est La Voix du Livre, Voix VOIX. Voilà, j'ai aussi un blog et un compte Facebook, mais qui sont beaucoup moins alimentés. Très Je bien. le Je ne rajoute. suis pas et je suis, déjà trop vieux pour, avoir un compte TikTok. OK. Je sais pas si l'un de nous 3 en a un, je ne crois pas. Compte TikTok, non, pas encore, peut-être un jour pour des clips, tu vois? On sait jamais. Mmh. Bah, Des clips C'est Twitch. pas un grand saut. moi Voilà. je sens que ça va être un bah là, du coup Flavien, le troisième membre, commence un stage en février où il va devoir faire de la communication, Ah, sur les ça réseaux va être sociaux. un morceau. Donc là, je sens on va créer TikTok, pour apprendre ce que c'est ce réseau. Mais voilà. Oh les vieux quoi, tes jeunes étaient déjà vieilles quoi, c'est terrible. Aïe, aïe. Bon bah, en tout Heu, cas merci beaucoup, Tom Lévesque pour cet entretien.
et avec des horaires sur vie.